Et si, en parallèle de la sortie en salle cette semaine de Dogman, nous proposions un nouveau top 5 canin dans Bleu Up, plus étoffé, après tout le précédent datait de 2014. Car des chiens au cinéma, il y en a vraiment beaucoup. Pour ouvrir un film, en douceur, dans Mon oncle, ou pour clore un film, plus violemment, dans Les yeux sans visage. Des chiens en prise de vue réelle dans Snatch, ou en animation dans Le château ambulant. Tout petit dans Leningrad Cowboys Go America, ou moins petit dans Existence, seul dans Adieu au langage, ou plus nombreux dans Le dingue du palace, des chiens qui errent à l'extérieur dans Stalker, ou qui restent pépères à la maison dans Patterson, des chiens farouches comme Milo dans The Mask, ou moins farouches comme Baxter dans Anchorman, des chiens peu obéissants dans Chien de flic, Jump in the back seat now. Ou nettement plus dans Last Action Hero, des chiens pas très propres dans Corgi, ou nettement plus dans Bruce Tout-Puissant. Bref, des chiens au cinéma en veux-tu en voilà, Chihuahua dans La revanche d'une blonde, Cocker dans Bambou, Teckel dans Le Teckel, Berger allemand dans Dog, Pitbull dans John Wick, ou Dalmatien dans Les 101 Dalmatiens, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord une évidence que le cinéma a très souvent montré, le chien est le meilleur ami de l'homme, de la femme et des enfants. Cela on le sait depuis Lassie, dans Le courage de Lassie, Collet fidèle en toutes circonstances, et notamment à la toute jeune Elizabeth Taylor, même quand celle-ci a le spleen et la varicelle. Mais aussi à des milliers de kilomètres de là, dans Le chien jaune de Mongolie, cette amitié entre une enfant de 6 ans et un chien abandonné, et une fidélité qui se poursuit à l'âge adulte, et cela, un film le décrit tout particulièrement, Hachi, qui revient sur cette histoire étonnante et pourtant vraie, celle d'Ashiko, chien Akita, resté fidèle à son maître même longtemps après la mort de celui-ci, et qui se rendait tous les soirs à la gare dans l'attente de revoir son maître comme un pèlerinage. Dans le même ordre d'idées, le chien est aussi au cinéma celui qui reste quand tout le monde est parti. C'est par exemple Scraps, chien de rue, inséparable du vagabond Charlot dans Une vie de chien, mais aussi sur un mode plus dramatique, dans Umberto D de Vittorio De Sica, le chien qui n'abandonne pas Carlo Battisti, contraint à la mendicité et qui va même l'aider. Un film qui a d'ailleurs connu un remake de nombreuses années plus tard, Un homme et son chien, avec Jean-Paul Belmondo dans son dernier rôle. Sinon plus récemment, n'oublions pas le punk à chien Benoît Poulvorde dans Le Grand Soir, qui promène son chien dans tous les recoins d'une zone commerciale, l'idée d'une solitude paradoxalement soulignée par une fidélité indéfectible. Car oui, le chien apparemment est toujours là, même dans les moments les plus difficiles, il peut même sauver du pire. En tous les cas, le chien Huggy, face à Jean Dujardin, star déchu du cinéma muet, dans The Artist. Une fidélité canine qui a d'ailleurs une autre particularité, lorsque l'apocalypse adviendra et que le monde basculera dans le chaos, les rares survivants seront visiblement toujours accompagnés d'un chien, en tous les cas Tom Hanks, qui rentre dans son bunker, dans Finch, mais aussi Mel Gibson et son chien, sillonnant l'autoroute de l'enfer, dans Mad Max le deuxième, ou encore Will Smith, bien sûr, seul dans un New York apocalyptique, avec son berger allemand Abbey, dans Je suis une légende, sans oublier dans Apocalypse 2024, ce chien Blood qui ne quitte pas des yeux le survivant Don Johnson sur une terre désertique, et un chien qui d'ailleurs, cerise sur le gâteau, est doté de pensée. I said they left a mess. I heard you. Pearls before swine. All my directives go completely unregarded. Une humanisation du chien qui nous fait dire que le cinéma a aussi très souvent proposé de brouiller les frontières. On se souvient par exemple de Baxter, de Jérôme Boivin, avec ce bull terrier doté lui aussi de pensées très audibles. Vivre avec les humains et essayer de comprendre ces choses étonnantes qu'ils font parfois.
mais aussi le chien Doug dans Là-haut des studios Pixar, lui doté de la parole grâce à un ingénieux appareil. Sheik. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. C'est que les chiens ont parfois des compétences, des talents très humains, ne serait-ce que Buddy dans Air Bud, basketteur de l'impossible dans l'intimité, puis sur le terrain aux yeux de tous. Mais encore, eh bien, à l'inverse, quelques humains ont au cinéma des comportements très canins, comme par exemple Jeff Daniels, costumes et voitures customisées à l'appui dans Dumb and Dumber, ou encore John Candy, en improbable barfe gourmand dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Sinon, la transformation d'humain en chien peut être évidemment bien plus malaisante, comme le montre Marco Ferreri dans Lisa, avec Marcello Mastroianni, maître d'une Catherine Deneuve sous domination, ou comme le montre Samuel Benchetrit dans Chien avec Vincent McCain sous domination, dressé par un Bully Lanners particulièrement sadique. Allez, va. Mais quoi d'autre? Eh bien, le cinéma décrit de nombreux métiers liés au monde canin, à commencer donc par dresseur. On se souvient notamment dans Les chiens d'Alain Gessua, d'un Gérard Depardieu faisant froid dans le dos. Du mordant! Du mordant! Du mordant! Mais on se souvient aussi et surtout du dressage ou du redressage au cœur du film de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, celui d'un chien blanc auparavant dressé pour attaquer uniquement des personnes noires, d'où la nécessité de corriger. À part ça, les chiens sont aussi dressés pour de nombreuses autres activités, légales ou non, des courses de chiens dans Caniche de Bigas Luna, ou des combats et des paris dans Amour chienne d'Alejandro Inarritu, des chiens de traîneau également dans L'appel de la forêt avec un buck en plein apprentissage, ou dans Antarctica avec des chiens plus au point, mais cela ne va pas bien se passer pour autant. Et puis les chiens de chasse évidemment, en Écosse dans Fantomas contre Scotland Yard, ou des chasses plus secrètes et anxiogènes dans les chasses du comte Zaroff. À part ça, d'autres métiers liés aux chiens, et plus calmes, en tous les cas a priori. Jean Carmet, dans Les Fugitifs, a été vétérinaire, aux grandes dames de Gérard Depardieu, encore lui. J'ai plus d'anesthésie, mon pauvre vieux, tiens. Mords-moi ça. Dans Dogman de Matteo Garonne, Marcello Fonte est toiletteur pour chiens, travaillant avec quelques spécimens plutôt durs à cuire, puis d'autres nettement plus calmes. Sinon, n'oublions pas Jim Carrey dans Ace Ventura, détective spécialisé dans la recherche d'animaux domestiques perdus, chiens, chats, mais pas que. Et puis des chiens policiers, il y en a beaucoup au cinéma, comme ici dans cette scène culte de Reservoir Dogs. Et puis des comportementalistes animaliers, il y en a aussi beaucoup au cinéma, comme le constate un Bill Murray incrédule dans Broken Flowers de Jim Jarmusch, mais aussi dans Trésor de Claude Berry, une Fanny Ardant comportementaliste au nom familier, qui rend perplexe un Alain Chabat tout aussi incrédule. Donc... Chut. C'est amusant comme le premier regard est révélateur. Vous voyez, monsieur, c'est vous qui le tenez en laisse et pourtant, il ne quitte pas des yeux votre femme. Ouais, c'est pas bon ça. Mais encore, eh bien pour changer de registre, évoquons les chiens méchants, car là aussi au cinéma il y en a. Le film Cujo, adapté de Stephen King, repose sur ce principe simple, une mère et son fils coincés dans une voiture à la merci d'un redoutable Saint-Bernard peu ragoûtant. Sinon moins connu, mais très bien, dans le film espagnol Les Crocs du Diable, ce chien particulièrement teigneux qui harcèle et poursuit Jason Miller aux quatre coins du monde. À part ça, mieux vaut ne pas se promener dans la campagne anglaise au crépuscule comme dans Le Chien des Baskerville, car un gros chien rôde et attaque hors champ. De même, mieux vaut ne pas se promener de nuit à la Königsplatz de Munich,
comme dans le Suspiria de Dario Argento, car là aussi, un chien au départ bienveillant peut se retourner contre son maître, et on est sympa, on ne va pas vous montrer la suite. Des chiens tueurs qui heureusement parfois sont attachés, mais cela reste tout de même impressionnant, notamment pour Zoé Félix dans Le Captif de Yann Gozlan. Enfin, pas forcément besoin d'être impressionnant pour impressionner, en tous les cas pour ce jeune écolier, dans le court-métrage d'Abbas Kiarostami, Le pain et la rue, qui cherche à simplement rentrer chez lui, mais qui doit passer par une ruelle habitée. Idem pour le petit chien de Shelley Winters, inoffensif en tous les cas a priori, face à Roman Polanski dans Le Locataire. You're Mills, aren't you? Ou idem pour un autre petit chien inoffensif, en tous les cas a priori, dans les rues de San Francisco, face à Woody Allen, dans Tombe les filles et tais-toi. Enfin, à l'inverse, le chien est lui aussi parfois, souvent victime. Déjà on l'abandonne, comme le montre Georges Franju dans son court-métrage quasi-documentaire Mon chien. Il arrive bien souvent que des gens, pour le confort de leurs vacances, abandonnent leurs chiens. Mais on peut aussi déporter des chiens en masse en raison d'une grippe canine qui dévaste tout, dans L'île aux chiens de Wes Anderson. Et puis des chiens blessés au cinéma, par exemple par un Gérard Depardieu aviné, hors champ, dans Des hommes de Lucas Belvaux. Ou des chiens écrasés, qui sont le point de départ de quelques fictions, par exemple Rouge de Christophe Kieślowski, dans lequel Irène Jacob recueille un chien mal en point dans la rue. Mais aussi au début de la 25e heure de Spike Lee, avec Edward Norton, sauveur d'un chien tout aussi mal en point sur un pont. Et puis, la mort du chien, premier signe d'une fiction bientôt cauchemardesque, comme ici dans La colline à des yeux, version Wes Craven, et on est à nouveau sympa, on ne vous montre pas la suite. Ou comme le chien familial dans le Funny Games de Michael Haneke, condamné au même sort. C'est que les serial killers de chiens au cinéma existent, comme on peut le voir en ouverture d'Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, avec cette inscription sur la vitre tout à fait explicite, ou comme on peut le voir dans un genre différent, dans Un poisson nommé Vanda, avec Michael Palin, contraint et forcé de tuer les chiens d'une vieille dame, témoin indésirable à éliminer. Bref, si on ajoute le chien qui mange à table dans Le vieil homme et l'enfant, et le chien qui ne mange pas à table dans Once Upon a Time in Hollywood, si on ajoute le chien qui regarde Alex danser dans Flashdance, et le chien qui regarde Kirsten Waring et ses filles danser dans Fish Tank, si on ajoute le petit chien qui va se faire croquer dans En eau trouble, et le chien qui s'est visiblement déjà fait croquer dans Les dents de la mer, et puis le chien qui assiste aux ébats amoureux dans Macadam Cowboy, et le chien qui n'y assiste pas dans Irma la douce, et puis le chien loup dans Cro-Blanc, et le chien loup dans Princesse Mononoke, mais aussi le chien alien dans The Thing, et le chien zombie dans Frankenweenie, ou encore le cadeau d'anniversaire canin de François Damiens à sa fille dans La famille Wahlberg. Je peux mettre la musique favorite de Delphine. Et le cadeau d'anniversaire, pas canin, mais presque, de Vladimir Yordanov à Catherine Fro dans Un air de famille. Oh. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Et puis le chien qui a tout vu, mais qu'il faut ramener au commissariat, dans Turner et Hooch. Et le chien qui a tout vu et qui témoigne au procès, mais oui, dans Victoria. Sans oublier le rituel de la promenade, par beau temps dans Mon chien stupide, ou par mauvais temps dans Le bûcher des vanités. Et puis le chien et son coussin dans Le roi et l'oiseau, le chien dans Le panier à vélo dans Le magicien d'Oz, le chien en roulotte dans Foutaise, le chien en nacelle dans Fenêtre sur cour et le chien en ballon dans Projet X. On peut dire que les chiens sont au cinéma partout, avant le rêve dans Alexandre le Bienheureux,
pendant le rêve dans la série Le Bureau des légendes, ou après le rêve dans Love Streams, des chiens en rando à pied dans All Joy, à moto à 3 dans Ava, en voiture à l'arrière dans Drive My Car, ou à l'avant dans Bonbon El Perro. Oui, les chiens partout, qu'ils se nomment Beethoven pour Ludwig von dans Beethoven, ou Malheur pour Gustave dans Greenberg, qu'ils se nomment Hendrix pour Jimmy dans Where is Jimi Hendrix, ou Marley pour Bob dans Marley et moi. Oui, des chiens partout, et mince, on a oublié de citer Rintintin, Benji, Volt, Clifford, Einstein, Idéfix, Belle, Bill, et puis Cosmo, et Balto, Scooby-Doo, et Milou, et enfin Slinky, Rookie, Snoopy et Droopy. You know what? I'm happy. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec le chien courant sous les flammes dans Independence Day, ou alors avec le chien courant sous la neige aux côtés de Sylvester Stallone dans Rocky Balboa. C'est donc parti, disions-nous, pour notre traditionnel top, mais cette fois non pas 5, mais exceptionnellement 6, bah oui, il y en a tellement. Le top 6, donc celui des meilleures scènes canines de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 6, et oui, commençons par White God, film hongrois de Kornél Mundruczó, apparu au Festival de Cannes en 2014, avec cette image cauchemar inaugurale particulièrement saisissante, une jeune fille à vélo dans les rues désertes de Budapest, et bientôt une meute de chiens à sa poursuite. Oui, il est des cinéastes qui, décidément, maîtrisent à la perfection l'art de l'ouverture de film. Notre numéro 5, Marie à tout prix, des frères Farrelly évidemment, avec cette scène culte, Matt Dillon et sa saillante moustache cherchent à séduire Cameron Diaz et se fait notamment passer pour un amoureux des chiens, sauf qu'une fois seul dans le salon, les choses vont déraper, une scène qui nous fait penser que peut-être le cinéma n'a pas assez exploité les talents comiques de Matt Dillon. Buffer. Buffer. Buffer, come on, boy. Would you like a little clam dip, doll? No, thank you. I'd love a bundt cake if you have one. Bundt cake? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hey, Pat, do you want a Budweiser or a Heine? Yeah, whatever. Come on, Buffer. Stay away from the light. Okay, I'll just get you a regular. How does that sound, honey? Oh, my God. He's got him wrapped up like a baby.
He was a little chilly. Notre numéro 4 concerne Tim Burton, cinéaste très attaché aux chiens. Nous avons cité Frankenweenie, nous aurions pu citer le chien Speck dans Pee-wee, mais aussi Zero, le chien fantôme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou l'hybridation Sarah Jessica Parker et un petit chien dans Mars Attacks, mais notre chien burtonien préféré, celui qui attire l'attention d'Edouard dans Édouard aux mains d'argent et qui va créer une nouvelle vocation. Alexis? Oh, this can't possibly be my Alexis! She looks so beautiful! Look at you! Sweetie! She's gorgeous, thank you! Notre numéro 3, Didier d'Alain Chabat évidemment, film dont on ne se lasse pas, dans lequel, rappelons-le, un chien se transforme en humain, et plus précisément en Alain Chabat. Mais quelle scène choisir ? L'apprentissage du foot ? Avec le pied! L'apprentissage du repas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Alors là, pas du tout. L'apprentissage des bonnes manières ? Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Allez non. Pour aujourd'hui, nous choisissons un gag plus discret, presque subliminal, que nous n'avons jamais cité dans Blow Up et qui nous a pourtant toujours bien fait rire, le logo inaugural AMLF, revu par Alain Chabat, chien. Notre numéro 2 est une évidence, La Belle et le Clochard des studios Disney, pour un célèbre rapprochement entre The Lady and the Tramp au restaurant chez Tony, autour d'un plat de spaghettis particulièrement appétissant, à quand, au passage, un sujet sur les pâtes au cinéma dans Blow Up. Oh, this is the night, it's a beautiful night, and we call it a bella notte. Look at the skies, they have stars in their eyes, on this lovely bella notte. Side by side with your loved one, you'll find an enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. For this is the night when the heavens are right on this lovely bella notte. Enfin, notre numéro 1. Terminons par une autre évidence, le chien Gromit dans la saga Wallace et Gromit, inventé par les studios anglais Aardman, un chien qui ne parle pas, mais qui dit beaucoup et qui sait à peu près tout faire. Tricoter, jouer aux cartes, cuisiner au four et au moulin, lire le journal, ou des romans pas faciles en prison. Et puis Gromit maîtrise aussi à la perfection les poursuites en sidecar, les poursuites en avion, et enfin et surtout les poursuites en train miniature pour capturer les voleurs. Oui, Gromit, notre héros chien préféré de l'histoire du cinéma.
All yours, Gromit. Gromit, lad. Well done. We did it. Ha ha.